La esencia histórica de Francia. Cuando pensamos en la buena comida, en las revoluciones y en el amor, pensamos en Francia. Es algo muy difícil de imitar. On a eu tort de supprimer la noblesse. Rien n'a changé. En 1789, en la nación más sofisticada del mundo, estalló la revolución. Una revolución que inventó desde los derechos humanos hasta los restaurantes. Al menos eso es lo que dicen los franceses. Grâce à la révolution, les restaurants ont pu se développer parce que la révolution a supprimé les privilèges qu'avaient les traiteurs, qu'avaient des sauciers. La révolution a permis tout cela. Par exemple, les vinaigriers ne pouvaient faire que du vinaigre, alors qu'après ils ont eu l'autorisation de faire les eaux de vie. Le saucier n'avait le droit de faire que des sauces, il ne pouvait pas rôtir. Il y avait beaucoup d'interdictions. Lorsqu'il y a eu la Révolution, les chefs qui étaient chez les seigneurs, chez les princes de l'époque, se sont retrouvés libres d'engagement. Et c'est comme ça qu'ils ont monté leur restaurant. Et les restaurants se sont développés, sont devenus très vite à la mode. Et la cuisine qui était réservée à une poignée de seigneurs et de princes et leurs invités s'est retrouvée à la portée de tout le monde. Cuando comenzó la revolución, el rey estaba en deuda y el pueblo estaba hambriento. La terminación de los privilegios fue el comienzo, pero después de eso ya no se detuvieron. L'entrée, la révolution, le plat, la terreur, le dessert, la république. Les tomó 10 años de hambre y amargura. Un bouillon pour nous restaurer. Et donc, le premier terme n'a pas été bouillon. Le premier terme pour ceci, pour tous ces bouillons, ça a été restaurant. C'est la révolution qui a fait les patates. Parce que la patate a eu du mal à s'implanter en France, personne n'en voulait. Hein. Et la révolution, parce qu'il y a eu des problèmes de famine, c'était pas évident. La pomme de terre a connu un peu de succès grâce à ça. Los primeros restaurantes de Francia eran los expendios de sopa que aparecieron por 1760. La novedad de la revolución era la comida a la carta, que era solo para los ricos. Fue una revolución de posturas, discursos y teorías que lo cambiaban todo, pero no para todos. Libertad, igualdad y fraternidad, pero solo para algunos. Le peuple, c'est le grand perdant de la révolution. De toute façon, là-dessus, on n'est jamais d'accord. Los franceses no crearon un nuevo mundo entre 1789 y 1799, sino una nueva forma de hablar. La izquierda y la derecha, la soberanía del pueblo. El francés es el idioma de los cocineros y los revolucionarios. Il faut toujours faire comme la foule. Et quand il y a deux foules, il faut crier avec la plus nombreuse. Les livres ont fourni la théorie, le peuple s'est chargé de la pratique.
En Francia, las creencias y las suposiciones están siempre latentes. La revolución se reescribió hasta parecer la mejor del mundo. Es un viejo truco francés, no solo para los restaurantes o las revoluciones. Es algo que todos los franceses saben hacer solos. Oui, la révolution, c'est ce qui m'a plus marqué dans l'histoire, pour que j'ai appris. Pour moi, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est l'époque de la Révolution. Parce que c'est là où on a conquis la liberté. On est revenu un peuple souverain. C'est là où la France, la République est née. Je n'aime pas la période de la Révolution française pour la bonne raison que j'ai pu constater que beaucoup d'atrocités ont été commises au nom de la liberté et je trouve que c'est vraiment terrible parce que dans certains pays, la démocratie s'est installée sans que l'on tue de roi, sans que l'on s'en prenne, disons, à une élite. J'ai toujours dit que le français était un peuple conceptuel et on l'a montré lors de la Révolution avec un côté un peu excessif. Después de la revolución y la comida, el amor es el platillo más persistente de su menú. L'amour est évidemment universel, mais l'amour français, si on peut isoler ce phénomène au sol français, est beaucoup de liberté corporelle, beaucoup de licence, beaucoup de libertinage, et en même temps une grande recherche pour exprimer cela, que ce soit dans la littérature, ou la peinture, ou la sculpture. Je crois que souvent les gens aiment l'érotisme français parce que c'est bien dit, parce qu'il y a beaucoup de goût dans la manière de s'exprimer. Desde la época de los trovadores, las imágenes más expresivas del amor en el mundo han sido francesas. ¿Es una nación de grandes amantes? Eso dicen, pero los franceses son artistas más enamorados del amor que de las amantes y las aventuras. Si on regarde les résultats d'une grande enquête qui vient d'être faite sur 20 000 personnes en France, la très grande majorité des Français et des Françaises ont un seul partenaire et si on s'en tient en tout cas à l'image répercutée par les médias de l'amour en France, on aurait l'impression que les Français seraient un peuple de grands amoureux. Et dans la réalité, en fait, on se rend compte que les Français ont l'air très sages. Alors peut-être que l'image qu'on renvoie sur l'amour en France, c'est l'image de ce que les Français pensent, mais pas de ce que les Français font. Et c'est vrai que le mythe qui semble exister à l'étranger sur l'amour en France, mais c'est vraiment très, très caricatural. C'est les Français très amoureux avec plusieurs partenaires et les jeunes Françaises facilement amoureuses de jeunes étrangers. Je démolis plus facilement une tranche de jambon qu'un ménage maintenant. Je trouve que quand le français fait une création, quand il y a une création française, elle est slick, elle est pure. Il n'y a rien de trop, il n'y a rien qui ne va pas. Ce n'est pas toujours le cas. Je ne dis pas que la française est la femme la mieux habillée du monde, c'est faux. Mais la création française, quand elle est belle, elle est presque parfaite. Para muchos, París es Francia y Francia es París, la fuente de su romance y su cultura. París es un escenario rediseñado una y otra vez por sus gobernantes, desde mucho antes de la Revolución.
La ciudad actual fue planeada el siglo pasado, cuando Napoleón III decidió convertir su capital en un símbolo de grandeza. París se convertiría en el escaparate del gusto francés, pero también en un monumento al temor de los franceses por el desorden. Je remonte du côté du Trocadéro et la place du Trocadéro ce matin est un véritable cauchemar. Cauchemar sublime puisque je n'aime que les embouteillages et sans embouteillage il n'y a plus d'hélicos en l'air. Donc plus vous êtes nombreux, plus j'aime, plus c'est parfait. Je viens de survoler la place de l'Étoile de l'Arc de Triomphe et je suis en train de descendre le boulevard Haussmann. En ce qui concerne Haussmann, ça me rappelle ce bon monsieur sous Napoléon qui nous a dessiné une ville quand même assez sublime avec toutes ces artères partant de l'Arc de Triomphe. Ceci dit, il a quand même rasé une bonne partie de Paris, mais c'est quand même une réussite parfaite. Je prends un virage à droite et je descends comme un oiseau sur ma plume et je vais atteindre l'avenue Georges V qui elle est en parfait état ce matin dans les deux sens. A tout à l'heure dans 30 minutes, Richard Fenwick sur 103.5. La grandeza de arriba se comenzó a ordenar desde abajo. El barón Haussmann fue prefecto del Sena de 1853 a 1870 y había construido 120 kilómetros de calles nuevas. Él, como los revolucionarios, comenzó desde la base. Los grandes bulevares harían que los pobres se retiraran a los suburbios, dejando espacio para la clase media. Si querían que París fuera hermosa, no debería tener suciedad, ni crímenes, ni bajo mundo. El drenaje de Haussmann fue una leyenda en su tiempo. 18 mètres sous terre, 15 degrés, loin des bruits de la surface. Un autre Paris. Les carrières qui du Moyen-Âge au siècle dernier ont servi à sortir la pierre. La pierre pour construire les immeubles, les forteresses, les églises. Tout ce qui fait le Paris d'aujourd'hui. On est certainement dans l'un des patrimoines les plus importants au niveau des architectures. Des milliers et des milliers de journées de travail pour des hommes loin de tout. Pour consolider et éviter que Paris s'effondre. Haussmann au siècle dernier, qui donnera à Paris finalement une stabilité. Les voûtes, les galeries, les couloirs droits, tout ici, il a laissé sa marque. Paris est né tout seul. París es una ciudad de diseñadores, reconstruida una y otra vez. Se supone que los parisinos son el producto de su última planeación. Pendant toute la durée du temps où Haussmann a été le préfet à Paris, les Parisiens vivent au milieu d'un C'est en fait l'idée d'urbanisme, de complètement recréer une ville qui existait déjà, qui était immense, mais qui était une ville du Moyen-Âge avec des toutes petites rues. Et on a voulu entièrement réorganiser la ville. Et en fait, on parle toujours d'Haussmann, mais c'est l'idée plutôt de Napoléon III. Haussmann, c'était celui qui a mis les choses en état, mais c'était l'empereur lui-même qui a eu l'idée de reconstruire Paris. Paris a été complètement reconstruit avec l'idée de faire une ville complètement organisée et ordonnée, qui a un sens, où les avenues, les rues menaient quelque part et étaient reliées toutes entre elles. Et on a tout réorganisé.
Lorsque Napoléon III a pris le pouvoir, il a décidé de faire de Paris, qui était sa capitale, la capitale de l'Europe, c'est-à-dire à l'époque du monde. Et d'être encore plus belle que Londres, qui était l'autre capitale. Lorsque Haussmann et donc Napoléon III ont décidé de reconstruire Paris, ils voulaient faire une ville extrêmement organisée pour éviter également toutes les manifestations, les combats de rue, les révolutions qui avaient lieu. París es una fuerza irresistible y un objeto inamovible. Los franceses tienen el don de convertir los conceptos en algo concreto. L'idée de quelque chose d'organisé, de symétrique et d'ordonné, c'est une idée qui est très très française, même si en fait les Français ne sont pas très disciplinés dans leur vie. Mais en architecture, en urbanisme, ils l'ont toujours été. C'est tout un passé, la France. Et moi, j'appartiens à une race qui a servi la France. Et ici, je suis dans une boucherie où c'est traditionnel, où il reste encore... On sent la France profonde. Et c'est là où on est fier d'être français. A los ordenados parisinos les agrada imaginar que son el centro de Francia. Pero este aún es un país muy rural, y los países rurales son difíciles de centralizar. Las villas de Francia forman un mosaico de acentos y formas de vida, y sin embargo, cada región comparte la misma reputación francesa por la buena vida campestre. Ça, c'est la vie paysanne recréée pour les besoins de la publicité, évidemment. Alors là, ce ne sont pas vraiment des paysans, mais enfin, c'est vrai qu'on voulait montrer des gens qui étaient quand même proches d'une exploitation terrienne. Et évidemment, on a toute une image de table devant un paysage bien dégagé, où on voit les vignes en entier. C'est une image qui est voulue synthétique et qui est donc un mensonge sur la réalité, évidemment. La industria no cambió a Francia sino hasta después de la Primera Guerra Mundial. Y para entonces, los franceses ya tenían reputación de rurales. Los caminos y los ferrocarriles salían desde París hacia un mundo de cocinas regionales y villas distintas. 1000 variedades que comparten un lema. La buena comida y el buen vino deben ser franceses. Un mito muy redituable. Non, oui, c'est vrai que dans le cinéma, dans la peinture, des clichés, des images de la vie à la campagne, les paysans, quelque chose de très calme, de très bien et tout ça. Bon, c'est vrai qu'il y a une partie un peu vraie. C'est vrai que les Français ont une hantise, une obsession des racines terriennes. L'idée qu'il y a une identité française qui est à l'intérieur de la terre et qui est dans la paysannerie, dans la ruralité française. Ma pratique du cinéma ressemble dans les origines à la pratique de beaucoup en tout cas de mes confrères et de gens qui font de la littérature ou même de la musique dans ces racines terriennes. Algunos sienten nostalgia por el campo, pero los franceses convirtieron sus villas en una virtud. El camembert y el brie, el chablis y el beaujolais. Mientras que Haussmann organizaba París, los vitivinicultores de Bordeaux clasificaban sus claretes. Y otras regiones siguieron el mismo ejemplo, convirtiendo los vinos franceses en los mejores del mundo. C'est bien d'avoir une idée que la France produit des beaux et nobles produits, mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'arriver là, il y a un labeur énorme, et que c'est pas tout rose pour arriver à ce produit-là. Ce qui est très français, c'est cette envie de retrouver chez les paysans une identité ou une nostalgie ou une pureté perdue et le savoir que c'est impossible. Voilà.
Bon, ben, je fais le charcutier, mais c'est la 4e génération. Comme ici, dans ce magasin, le patron, c'est la 5e génération de boucher. Et chez nous aussi, c'est presque une tradition. On a tous été dans l'alimentation. Maintenant, ça devient de plus en plus dur parce qu'on est concurrencé par les grandes surfaces, les grands magasins. Mais je pense que la France traditionnelle, elle est là. Être français, disons, c'est vivre dans une entité nationale que l'on situe, c'est la France, disons. Et puis c'est... Je sais pas bien, on ne peut pas dire, définir, c'est comme ça, je suis né ici, donc je suis français, ça s'arrête là. Hein. Bonjour, il est 17h, vous êtes avec Nora Mesiani pour l'émission La CAQ sent toujours le hareng sur Radio Beurre 98.2. Qu'est-ce qu'être français à l'époque où la France ouvre ses portes aux autres? C'est une grande question. Durante generaciones, los franceses han cultivado creencias acerca de sí mismos y se han vuelto más sospechosos de los recién llegados que no piensan igual. Son personas rurales, desconfiadas de los extraños. Lorsqu'on a quitté notre terre natale, on appréhendait beaucoup ce voyage. Mais lorsqu'on a vu très très loin la terre, on s'est dit qu'il y aurait beaucoup d'espoir là-bas. On voyait déjà Marseille à quelques kilomètres de nous, ça se rapprochait progressivement. Notre-Dame de la Garde, et enfin on touchait le sol français. Pero la Francia a la que llegaron fue la Francia del escándalo Dreyfus y el antisemitismo de 1890. Era la Francia de Vichy de la Segunda Guerra Mundial, que emitió leyes racistas antes de que los nazis las exigieran. Mais malheureusement, les difficultés étaient beaucoup plus comment dirais-je, moins évidentes. Et ça a commencé, on a commencé à avoir des regards comme ça sur nous, parce qu'on était différents. On avait les cheveux noirs, on avait la peau mate. Et les premières injures ont commencé. On s'est retrouvés dans un quartier populaire, entre nous, entre étrangers, et on s'est dit pourquoi pas être français. Et là, certains d'entre nous ont pris la nationalité française, et d'autres sont repartis là-bas parce que c'était plus possible. C'était trop dur. Dès la Révolution française, la Déclaration de l'homme mettait en place une idée, c'était la citoyenneté française. Le français devenait libre et égal avec ses concitoyens et cette déclaration était universelle. La tolerancia es sagrada, pero no se tolera la disidencia. Los ideales de la revolución se han convertido en un credo. Muchas de las diferencias en Francia pueden estar idealizadas, pero es un club solo para socios. Sigue a la mayoría y si hay más de una, grita con la más ruidosa. Libertad, igualdad y fraternidad, pero solo para los franceses. La France a toujours eu un côté ambigu. Un coup, on aime, un coup, on n'aime pas. Un coup, on reçoit, un coup, on rejette. Et c'est souvent lorsqu'il y a crise que ces problèmes rejaillissent. Et aujourd'hui, on le ressent très fortement avec la montée du fascisme avec Le Pen. El Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen
podría obtener el 18% de los votos de las elecciones locales. Y las comunidades francesas del norte de África son los objetivos de su retórica. Lorsque l'on vit en France, un jour ou l'autre on se dit on peut devenir français et on peut le devenir par plusieurs façons. Souvent on prend la nationalité française par naturalisation, mais par exemple pour moi c'est différent. Je suis née en France, mes parents sont étrangers et j'ai acquis la nationalité française automatiquement. C'est le droit du sol, ce droit qui est en ce moment remis en cause par les thèses fascistes de Le Pen, qui veut le retour du droit au sang, c'est-à-dire que les parents soient tous les deux français pour que l'enfant puisse être français. Je pense que l'on peut être français tout en ayant une culture étrangère. Et c'est mon cas. Je me sens autant française qu'algérienne. Et je suis citoyenne française à part entière. Être français, c'est avoir quelques problèmes avec son passé, pour moi. Je ne sais pas si le français est plus, aime mieux la liberté, certainement pour lui, pas forcément pour les autres, et s'il est plus fraternel ou plus égalitaire que les autres peuples. Je ne le crois pas. Mais on a lancé une très belle idée, c'est très français. D'être français, ça implique quand même un genre de vie. Parce que les Français ont tendance à l'heure actuelle à oublier le passé. Et pour être français, à mon avis, il faut bien se rappeler l'histoire de France, il faut bien se rappeler qu'on a été en guerre avec les Anglais, qu'on a eu des tas de choses comme ça. Les Français, on a beaucoup payé pour être français. Los franceses están deslumbrados por sus hazañas pasadas, reales e imaginarias. Son los revolucionarios y los amantes del mundo, sus cocineros y sus gastrónomos, los ciudadanos modelo, o al menos eso pretenden. ¿Acaso es una ilusión? El resto del mundo está convencido, lo mismo que los franceses. Así que, ¿cómo negarlo? Le modernisme tue la France. Comme toutes les nations sont anéanties par tout ce qu'il y a de moderne. Moi, je ne suis pas très moderne. Je suis plutôt pour la France profonde. Ici, vous voyez, dans la boucherie où on est, Prosper embrasse ses clients. Le français étant, on peut dire, un personnage qui aime la vie, qui apprécie, donc on a besoin de sentir les parfums, comme on apprécie la table, comme on apprécie les vins, et ça fait partie intégrante de la sensualité. Vous me demandez si les Français, bon, ont un art de vivre qui s'est exporté et que les gens acceptent ou trouvent bien. Bah, si tout le monde trouve cet art de vivre bien, c'est peut-être parce qu'effectivement, il est bien. Ah, je suis très française, oui. Et je reste française.